Monsieur, dames, seulement demoiselles, heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief et pas n'importe lequel parce qu'on va débriefer le classico, le super classico, le match qui draine des foules énormes, qui draine des passions énormes, exubérantes. Franchement, c'est un match assez particulier pour moi aussi parce que ça a été le précurseur de tout, ça a été le début de tout. Je me souviens d'un classico l'année dernière où après le coup sifflet final, j'ai posé le caméra sur moi et puis je me suis lancé et depuis on n'a pas cessé de faire des débriefs. Donc à chaque classico, ça me rappelle de très bons souvenirs. Mais bon, bref, parlons du classico en tant que tel. Franchement, c'était un match assez plaisant. J'ai pris énormément de plaisir à suivre ce classico. Première période où sur les 15 premières minutes, on a vu quand même un Real qui a été assez dangereux, qui s'est procuré deux bonnes situations. Après, à partir de la 20e minute, on a vu quand même Barça reprendre le contrôle du jeu, reprendre la maîtrise du jeu. Le Barça qui a fait beaucoup tourner, qui a eu une bonne circulation du bal et qui s'est procuré aussi énormément d'occasions. Franchement, Nito a été un excellent courtois. Le Barça rentre au vestiaire en menant au score. Souvenez-vous de ce face-à-face que manque Arthur sur Thibaut Courtois. Souvenez-vous aussi de l'occasion de Messi avec un très joli arrêt de Thibaut Courtois. Souvenez-vous l'occasion de Griezmann qui va au-dessus des buts de Thibaut Courtois. Donc le Barça s'est créé énormément d'occasions sur cette première période. Maintenant, sur la deuxième période, le Real est revenu avec un tout autre visage, comme si ils étaient transcendés. Moi, j'ai vu un Real qui a été galvanisé, franchement, on les sentait vraiment décuplés. Ils ont mis une intensité folle, démentielle sur la deuxième période. Ils ont eu un pressing assez haut qui a été assez virulent aussi, du 1 contre 1 sur tout le terrain et puis empêcher franchement Ter Stegen de trouver des relais et aussi des relais assez lointains aussi. On a vu beaucoup d'erreurs de relance de la part de Ter Stegen, beaucoup de pertes de balles de la part des Barcelonais, ce qui a fait un peu que le Real a récupéré beaucoup plus de ballons dans une certaine hauteur du terrain, c'est-à-dire plus haut sur un terrain. Ils se sont montrés un peu plus dangereux, se sont créés énormément d'occasions. Rappelez-vous cette frappe de Isco que Ter Stegen sort magnifiquement bien. Rappelez-vous ce coup de tête que Gérard Piqué sauve sur sa ligne. Et puis arriver à ce qui devait arriver, c'est-à-dire le but de Vinicius et puis Mariano Diaz qui rentre, qui marque, qui assène le coup de grâce à ce FC Barcelone-là. L'histoire de Mariano Diaz est quand même belle parce que lui, il a été placardisé, snobé, on lui a même poussé vers la sortie. Il a dit niet, je vais rester au Real, prouver et montrer mon talent, ce que je peux faire apporter à cette équipe-là. Il rentre et puis il claque un but. L'autre histoire qui est tout aussi belle et tout aussi rocambolesque, c'est quand même Vinicius qui a passé un drôle de match, franchement, qui a quasiment tout raté sur le match, qui a eu une finition pas loin d'être scandaleuse, mais c'est quand même lui qui marque le but, le premier but et ouvrir le score il a été un peu sensé aussi, disons, mais c'est un joueur mystère, c'est un joueur capable de monts et merveilles, mais aussi c'est un joueur capable de rater des trucs inexplicables. Alors oui, quand tu es supporter du Real, c'est un joueur qui va te faire craquer, qui va te faire péter les plombs, qui va faire que tu vas écraser ton smartphone ou que tu écrases ta télécommande. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui est percutant, qui est explosif, qui est fin dribbleur, qui tente beaucoup, même s'il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Il rate beaucoup, mais disons que c'est un joueur qui a un profil assez intéressant et dans les transitions rapides notamment, il a cette capacité, cette vitesse hypersonique pour pouvoir
donner de la continuité aux jeux, donner de la percussion sur le côté et puis apporter cette profondeur. Bien évidemment, il va beaucoup rater des choses, mais je préfère ces genres de joueurs qui vont secouer un peu le cocotier, qui vont frotter un peu la lampe à chaque fois qu'ils touchent le ballon, qui entreprennent beaucoup, même si ça n'aboutit toujours pas, que des joueurs qui vont rester neutres sur le terrain. Franchement, il a seulement quelque chose à réguler, ces petits pas d'ajustement pour pouvoir donner de la force et de la puissance au moment de frapper, et surtout dans les sorties de dribble, avoir cette lucidité pour pouvoir enchaîner derrière par une frappe ou par une passe. Sinon, c'est un joueur qui est énervant, qui est frustrant, mais dans le profil, moi je trouve que c'est un joueur très intéressant. Bien entendu, dans le football, il n'y a pas que les dribbles qui comptent, il n'y a pas que les percussions qui comptent, il faut aussi en un moment être réaliste. Mais c'est un joueur qui est à polir, et je pense que s'il règle ce petit truc-là dans son jeu, c'est-à-dire cette efficacité qui n'est pas loin d'être scandaleuse, bah, ça va peut-être devenir un très, très grand joueur. Et puis un autre joueur qui a fait un énorme match aussi, c'est Casemiro. Franchement, il a été énorme, il a gratté énormément de ballons. On l'a vu ridoyer Messi, lui faire passer une sale soirée à tel point que le pauvre, il en est arrivé à un tel point qu'il lui a un peu rendu l'appareil. Souvenez-vous de ce tacle de frustration que lui fait Léo sur la fin du match. Parce que c'était, tiens, en guise de tout honneur, tiens, cet acte, voilà, c'est pour toi, c'est bien fait pour toi. Mais franchement, gros match de lui, gros match encore une fois de Fede Valverde, énorme en activité, énorme dans la prise de profondeur, énorme aussi dans son jeu sans ballon, qui libère énormément d'espace, qui prend énormément d'espace, dévore énormément d'espace. Franchement, c'est un joueur qui change absolument tout au Real Madrid. Et on a vu quand même un Real qui a été parfait sur la seconde période, dans l'agressivité, dans la combativité, et franchement ils ont secoué, ils ont bien saluté ce Barcelone, et victoire vraiment méritée de la part de ce Real. Tandis que de l'autre côté, on se le répète toutes les semaines, et toutes les semaines c'est la même anomalie qui vient, c'est-à-dire ce relâchement que le FC Barcelone a tendance à avoir quand on joue après l'heure de jeu. C'était le cas face à Getafe, c'était le cas face à Valence. C'est une équipe qui, dès que l'heure de jeu arrive, on a l'impression qu'ils n'ont plus rien dans les chaussettes, qu'il y a un petit coup de mou, un coup de pompe, qu'ils n'arrivent pas à digérer la haute pression, l'harcèlement de l'équipe adverse, et souvent ça les porte préjudice. Et aussi, dès que le Real a accéléré, dès que le Real a mis une très grosse pression, une très grosse intensité, on a senti une équipe du FC Barcelone qui a tout simplement perdu ses moyens, et c'est devenu compliqué. On a vu aussi une absence de profondeur. C'est une équipe qui manque énormément de profondeur. La seule fois qu'on a trouvé de la profondeur, c'était après l'entrée de Braithwaite, qui apporte lui cette puissance, cette profondeur. Le Barça a même failli ouvrir le score, mais mis à part cette action-là, j'ai pas vu une seule fois où on a tenté de trouver des passes laser comme ça à l'intérieur, mis à part aussi la passe de Busquets en première période sur Messi. Et c'est assez problématique. Absence de largeur aussi dans cette équipe de FC Barcelone. On ne joue pas assez sur les côtés, on n'écarte pas assez sur les côtés, et c'est là où ça devient incompréhensible, la non-titularisation d'Ansu Fati. Parce que quand on a regardé le match Real Man City et qu'on a vu que Carvajal avait passé une sale soirée face à Sterling, on pourrait se dire que
Ansu Fati, s'il était rentré un peu plus tôt, il aurait pu faire des misères à Carvajal, qui, on le sait, n'est pas le plus monstrueux pour défendre en contre 1. Et on a vu une équipe du FC Barcelone qui s'est obstinée à passer à l'intérieur alors qu'il y avait une grosse densité axiale du côté de Madrid. Du coup, ça passait pas. Et puis cette obsession à toujours vouloir rechercher Messi. Combien de fois on a vu Griezmann avoir l'opportunité de fixer, de frapper ou de servir notre partenaire, mais non, il était obnubilé par ce aimant qui était Messi pour lui donner le ballon, même s'il n'était pas dans de très bonnes situations. Et c'était pas que Griezmann, on a vu Alba aussi, Vidal, et aussi on a vu une baisse de régime sur la seconde période individuelle. Vidal qui a perdu énormément de ballons sur la seconde période. Alba sur les attaques placées, il n'a pas apporté aucune plus-value. Et Franck de Jong aussi qui a baissé en régime. Lui, depuis qu'il est arrivé, il est un peu sur un courant alternatif. Un coup il est bon, un coup il est moins bon. Franchement, on a du mal à retrouver le Franck de Jong étincelant, époustouflant de la saison dernière à l'Ajax et dans la sélection hollandaise. On va aussi pointer du doigt la mauvaise planification sportive, parce qu'aujourd'hui, je veux bien accabler Setien parce que bon, il n'a pas fait les meilleurs choix dans ce match, et il y a eu aussi une absence de réaction notoire, parce que sur la deuxième période, quand tu vois que ton équipe est un peu en dedans et qu'elle est un peu bousculée, tu dois un peu être réactif et opérer des changements et des ajustements tactiques, ce qu'on n'a pas vu de Quique Setien hier par exemple. Mais le plus criant dans ce FC Barcelone là, c'est cette faiblesse de l'effectif, et elle est due à quoi? Elle est due à une planification sportive qui a été scandaleuse. Franchement, comment une équipe comme le FC Barcelone peut en ce moment, charnière de la saison, avoir à sa disposition que moins de 15 joueurs professionnels. C'est scandaleux, tout simplement. Et moi, je ne trouve pas d'explication à cela. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur... tout le monde va prendre pour bouc émissaire Quique Setien. Mais franchement, le problème, on cesse de le répéter, le vrai problème de ce Barcelone, c'est vraiment en haut, où ça ne travaille pas, où ça ne bosse pas, où sportivement, on n'en a rien à faire, rien à foutre. Et sincèrement, moi, je ne vois pas ce Barcelone-là réaliser des miracles cette saison. Sincèrement, si le Real ne gagne pas ce championnat-là, cette Liga-là, j'aurais du mal à l'expliquer, très franchement. Allez, on va s'en arrêter là, s'en limiter là pour aujourd'hui. Continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous, activez la cloche, et n'oubliez pas, pour le plaisir, c'est ici que ça se passe.